Dans le cadre de la semaine de l'ALM, gestion actif-passif, retrouvez les experts de Nexiologue Consulting dans une série de podcasts qui décryptent des sujets autour de la gestion ALM, des normes prudentielles, comptables et de la gouvernance des modèles en assurance. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Iba Belgride. Bonjour Iba. Bonjour. Iba est consultante junior au sein de la business unit actuariat chez Nexiologue Consulting. Elle va nous parler de son mémoire d'actuariat qui porte sur la démutualisation générationnelle sur des contrats d'épargne sous la norme IFRS 17. Cela consiste à corriger les flux de trésorerie et de les distribuer correctement à chaque groupe de contrats d'assurance. Iba va nous parler de l'importance de cette segmentation, des différentes méthodes utilisées dans son étude, ainsi que de leurs avantages et limites. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs ? Bonjour à tous, je suis Iba Belgride, consultante junior au sein de la BU Actuariat chez Nexiologue. Je suis diplômée de l'École nationale des sciences appliquées au Maroc en finance et ingénierie décisionnelle et titulaire d'un master en actuariat de l'ORIA. Et pourquoi avoir choisi ce sujet de démutualisation sous IFRS 17 pour ton mémoire ? Peux-tu nous expliquer en quelques mots la norme IFRS 17 et ce principe de démutualisation ? Alors, la norme IFRS 17, entrée en vigueur en 2023, est une réforme comptable qui s'applique à toutes les entreprises émettant des contrats d'assurance, notamment les compagnies d'assurance. Son objectif est d'harmoniser les pratiques comptables et de renforcer la transparence. Et donc, poursuivant cette quête de transparence, la norme IFRS 17 préconise une gestion fine de contrats. Ainsi, la démutualisation sous IFRS 17 consiste à éliminer l'effet de mutualisation, de sorte que les flux financiers d'un groupe de contrats reflètent uniquement sa propre performance en annulant l'impact de ce groupe sur un autre groupe et l'impact des autres groupes sur ce groupe dû à la mutualisation. Et concernant la question de la raison de mon choix, j'ai opté pour ce sujet parce qu'il est d'actualité et a suscité mon intérêt. Tu as mentionné la mutualisation. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste ? Bien sûr. Alors la mutualisation est un concept central en assurance qui consiste à répartir les risques entre un grand nombre d'assurés. L'assurance permet de transférer les risques de l'assuré vers l'assureur. Et grâce au pooling des risques homogènes, les pertes de contrats sinistrés sont compensées par les profits faits sur les contrats non sinistrés, répartissant ainsi le risque sur l'ensemble des assurés. Et c'est ce qu'on nomme généralement la mutualisation des risques. Cependant, les activités d'assurance vie présentent une forme totalement différente de la mutualisation. En effet, dans le cadre de l'assurance vie, les primes collectées auprès des assurés sont investies de manière collective. Et ces fonds sont gérés de manière globale et les revenus générés par ces investissements sont ensuite attribués aux différents assurés. Cette redistribution tient compte de manière plus ou moins exacte de la contribution individuelle de chaque souscripteur à la valeur globale du portefeuille. Et cette méthode conduit donc à une répartition des gains qui peut entraîner des échanges de richesses entre les différents groupes de contrats. Et donc, ces différents financements entre les assurés correspondent à la mutualisation financière. Et en quoi cette démutualisation, cette segmentation des contrats d'assurance constitue un défi majeur pour les compagnies d'assurance ? Alors, la segmentation des contrats d'assurance constitue un défi car elle contraste avec les pratiques habituelles des assureurs qui s'appuient fortement sur la mutualisation. Quelles sont les principales difficultés soulevées par la démutualisation sous IFRS 17 ? Donc, vu que la gestion fine des contrats contraste avec les pratiques des assureurs, l'IASB propose une manière d'appréhender la mutualisation en vue de s'approcher à un scénario démutualisé. Elle stipule que si l'on s'attend à ce qu'un groupe de contrats génère des flux de trésorerie qui seront versés aux assurés d'un autre groupe, ces flux de trésorerie doivent être comptabilisés par le groupe d'origine et non pas par le groupe d'assurés qui recevra les versements. Cependant, il n'est pas facile de quantifier ces échanges entre groupes de contrats, surtout qu'ils se produisent implicitement dans le cadre du modèle ALM. Nous en venons maintenant à l'étape centrale de ton étude qui est la mise en pratique de méthodes alternatives pour venir à bout de ces difficultés. Par exemple, sous l'angle de l'allocation de la production financière avec les méthodes Euler et Shapley, peux-tu nous en dire un peu plus sur ces deux méthodes ? Quels sont par exemple leurs avantages et leurs inconvénients ? Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, il n'est pas facile de quantifier les échanges entre groupes de contrats et c'est pourquoi nous avons choisi de reconsidérer cette question sous l'angle de l'allocation de la richesse financière entre les groupes de contrats.
Plutôt que d'identifier et de quantifier ces échanges, nous traitons cette problématique comme un enjeu de distribution de la richesse financière. Cette approche est conforme aux directives de la norme IFRS 17 qui suggère d'évaluer le rendement global d'un ensemble d'actifs, puis de le répartir méthodiquement entre les différents groupes de contrats. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les méthodes d'Euler et de Shapley. La méthode d'Euler, c'est une méthode qui permet d'évaluer la contribution de chaque groupe de contrats en introduisant des variations infinitésimales aux variables d'entrée du modèle associées à chaque groupe. Dans notre cas, nous avons choisi de baser ces variations sur les provisions mathématiques. La méthode de Shapley, elle, évalue la contribution de chaque groupe de contrats en calculant la contribution marginale de chaque groupe lorsqu'il est ajouté à toutes les coalitions possibles de groupes. Et à travers les résultats, nous avons pu observer des différences significatives entre les méthodes d'Euler et de Shapley. La méthode d'Euler reflète la réalité économique des contrats, mais il nécessite des améliorations pour la rendre moins sensible à la méthode d'allocation de PB. La méthode de Shapley, en revanche, alloue uniformément la richesse financière, ne tenant pas suffisamment compte de paramètres tels que le TMG et est moins avantageuse en termes de temps de calcul, devenant impraticable pour un grand nombre de générations. Peux-tu nous dire un mot sur les résultats de ton étude ? Alors, les résultats de l'étude sont prometteurs et encouragent à continuer d'exploiter ces méthodes de démutualisation. En comparant les résultats démutualisés obtenus grâce à ces méthodes, nous avons pu identifier des comportements de mutualisation cohérents avec ceux observés dans des scénarios démutualisés. Et par conséquent, il serait intéressant de travailler davantage sur ces méthodes et de les rendre plus pratiques à utiliser en explorant des approximations pour réduire le temps de calcul. Un dernier mot pour finir ? Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette discussion sur la démutualisation sous IFRS 17 vous a été utile. Merci Iba pour cet éclairage et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Actuariat et nos prochaines publications sur les sujets autour de l'ALM.